Est-ce que vous nous entendez? Oui. Alors, bonsoir à tous, moi je suis Sébastien Logény, je suis journaliste à France Inter. Je suis chargé d'animer, on va dire, un peu la soirée, mais je crois que nous allons commencer d'abord avec Madame Roré, qui va introduire un peu cette soirée. Donc je vous laisse la parole pour quelques minutes. Merci. Je vous remercie. Voilà. C'est un peu compliqué. Nous sommes entre nous, c'est un peu compliqué de dire quelques mots d'ordre protocolaire, puisque c'est ce qui m'est demandé, après avoir partagé avec vous un moment que je trouve extrêmement, pour ma part, bouleversant, mais j'ai compris au silence qu'il y avait durant la projection de ce film que vous étiez tous touchés. Vous avez fait un film absolument formidable et merci beaucoup à vous. Alors je vais quand même remplir ma tâche, mais je vous assure extrêmement brièvement, mais je suis heureuse dans cette maison du Conseil national des barreaux de vous accueillir nombreux et de vous accueillir vous, Madame la Ministre, présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous, Monsieur l'adjoint au défenseur des droits, chargé de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, en charge du projet de formation des professionnels du droit aux handicapés. Vous comprendrez pourquoi je suis très attachée à mes notes pour ces présentations, parce que les titres sont longs. Madame la secrétaire générale du défenseur des droits ne nous a pas encore rejoints, je crois, mais elle est annoncée. Monsieur le conseiller de la ministre chargé des personnes handicapées, et bien sûr vous, chère Anne-Sara Kerdudo, directrice de l'association Droit Pluriel, Madame Fabienne Servan-Schreiber, qui nous fait plaisir également d'être là, à l'initiative du projet de formation des professionnels du droit au handicap, Monsieur Mathieu Simonet, je vous ai déjà salué, mais réalisateur, et Madame Bénédicte Couvreur, je crois qu'elle est là, Madame Bénédicte Couvreur qui est productrice, et vous tous sans lesquels cet événement n'aurait pas lieu. Mesdames, Messieurs, chers invités, et permettez-moi, chers amis, parce que je crois que c'est aussi beaucoup d'amitié qui nous réunit ici. Monsieur Pascal Hédou, qui est président du Conseil national des barreaux, vous prie d'excuser son absence, parce qu'il est appelé actuellement à représenter en Haïti la profession d'avocat à la conférence internationale des barreaux de tradition juridique. Et c'est en son nom et en ma qualité de membre élu du bureau du Conseil national des barreaux que je voulais vous remercier d'avoir répondu si nombreux à l'appel à la mobilisation de la profession d'avocat, de tous les professionnels du droit et de tous les acteurs du handicap. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux, mais c'est aussi la diversité qu'il faut saluer, la diversité dans nos exercices professionnels, avec un objectif commun qui nous rassemble tous ce soir, c'est améliorer l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap vers un accès universel aux droits communs. Et à cette fin, et pour réfléchir aux moyens d'y parvenir, le Conseil national des barreaux souhaite absolument organiser en 2018 un Grenelle droit et handicap qui, nous l'espérons, nous permettra de dégager des débats, des vraies propositions d'aménagement législatif. Le défenseur des droits a pu déclarer que la profession d'avocat pouvait porter le Grenelle du handicap. Il a dit peut porter le Grenelle du handicap. Moi, je vais vous dire que la profession d'avocat veut porter ce Grenelle du handicap. Elle veut le faire, elle va le faire, mais néanmoins, elle ne réussira pas à le faire seule. Donc, c'est tous ensemble que nous allons y arriver.
Je saluais tout à l'heure la diversité des personnalités, mais je veux aussi remercier et saluer la diversité des personnalités présentes ce soir qui représentent la direction des affaires civiles et du Sceau, le service de l'accès au droit, à la justice et de l'aide aux victimes, les référents handicap du ministère de la Justice, du ressort de la Cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, les représentants de l'Académie de Paris, de la direction de l'Institut national des jeunes sourds de Paris et les représentants de la CNAF. Donc je voulais remercier également et saluer la diversité des représentants de la société civile qui sont engagés dans le monde du handicap et qui nous ont rejoints ce soir, les membres associatifs, représentants du monde économique, les éditeurs, les producteurs, les journalistes et les sociologues qui sont avec nous. Je pourrais citer entre autres la Fondation Malakoff-Médéric, la Société Andilex, la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, Éthique Connexion dans le Noir, l'association CAPSA, dont le but est de sensibiliser les valides et les personnes handicapées à travers les ateliers et le sport. Leur évoquer tout le monde dans le temps qui m'est imparti est bien sûr tout à fait impossible. Et puis, ce n'est pas ce mot-là que vous attendez, ce sont les débats qui vont suivre. Mais encore une fois, merci à vous tous et permettez-moi de renouveler avec force notre volonté de la profession, notre volonté commune d'agir pour une justice accessible à tous, et donc en particulier aux situations en personnes de handicap. Et pour conclure, le CNB vous donne rendez-vous donc en 2018, et j'ai le plaisir de vous dire qu'on vous accueillera dans une nouvelle maison, puisque nous déménageons dans quelques jours, dans la maison qui va s'appeler la Maison des avocats de France, et qui sera aux normes ERP. Merci. Profitez vraiment de cette soirée. Merci beaucoup Nathalie Roré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois que mon voisin de droite également souhaitait dire quelques mots. Louis-Georges Barré, donc président de l'Observatoire de la profession d'avocat. Merci beaucoup. Merci Anne-Sara. Merci Anne-Sara. Je dois dire qu'il y a 3 ans, lorsque j'avais eu l'honneur de rédiger cette note pour Monsieur le Défenseur des droits, pour vous dire, Monsieur le Défenseur des droits, que la profession d'avocat vous laisse Grenelle du handicap, j'avais comme toutes celles et tous ceux qui sont directement engagés dans ce combat militant qu'est le handicap. J'avais l'espérance qu'un jour nous nous réunissions comme cela ce soir. Clotilde Lepetit a fait un travail remarquable à la tête de la commission égalité, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. En fait, Anne-Sara, je vais tout vous dire et chacun va l'entendre. J'ai rarement été aussi ému ici en prenant la parole. Rarement aussi ému parce que tout ce que vous avez dit, au mot près, je pourrais le reprendre. Je vois Monsieur Fondin devant moi. Je pourrais le reprendre. Je pourrais le reprendre lorsque l'on se bat et quand l'on nous dit à nous, parents, votre enfant n'est pas fait pour l'école. Je pourrais le reprendre lorsque l'on nous dit « Votre enfant n'est pas fait pour le sport ». Je pourrais le reprendre lorsque l'on nous dit « Il ne sera pas fait pour un métier ». L'image que vous avez prise est magnifique. Ce sentiment de combat permanent pour les faire rentrer dans la maison de tous, dans cette maison commune à laquelle nous appartenons tous. Et c'est pour ça que, comme nos amis canadiens, je veux parler de personnes ordinaires et de personnes extraordinaires. C'est pour ça que je veux vous dire que les personnes extraordinaires que vous êtes, que sont parfois nos enfants, que sont ceux que nous accompagnons au quotidien, nous en avons besoin. Et c'est pour cela que le Grenelle du handicap est nécessaire, pour permettre à ces enfants d'entrer à la crèche, à l'école, à l'université, dans l'entreprise, de bénéficier d'un logement, de bénéficier en réalité d'exactement les mêmes droits, pas plus, pas moins, que les droits de l'ensemble des autres citoyens, parce qu'ils sont des citoyens à part entière. Parce que les personnes extraordinaires en réalité, et au fond, je pense à ce que nous avons réussi avec le Reflet, et certains le savent, ce restaurant extraordinaire à Nantes, où
Plus de 60% des salariés sont des personnes en situation de handicap, de trisomie 21. Si vous saviez le bonheur qu'ils dégagent, si vous saviez le bonheur que nous avons d'accueillir tous les jours des gens qui viennent déjeuner dans un restaurant ordinaire et qui sont servis par des gens extraordinaires et qui en repartent avec un tel bonheur qu'ils ont envie d'y revenir. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à un tel degré de remplissage que nous allons ouvrir d'autres reflets partout en France et notamment ici à Paris. Oui, les personnes extraordinaires éclairent notre société. Et c'est pour ça, Anne-Sara, que nous allons le faire, ce Grenelle du handicap. Et c'est pour ça que les avocats, qui sont les premiers à pouvoir mener ce combat, vont le mener et vont le gagner. Parce qu'il est inenvisageable que nos compatriotes extraordinaires ne soient pas avec nous, ordinaires. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je crois que nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet désormais. Petit mot de présentation en ce qui me concerne. Donc, je suis journaliste à France Inter. J'ai rencontré également Anne-Sara Gartuedo il y a quelques années lors d'une opération, si je puis dire, qu'elle avait menée, dont sans doute beaucoup de gens se souviennent, à savoir le procès dans le noir. Ça avait lieu au Palais de Justice de Paris, organisé effectivement au sein même d'une salle d'audience. Et il s'agissait de plonger dans le noir des personnes voyantes, des magistrats, des avocats, des journalistes dont je faisais partie, des citoyens, et les faire assister à une audience un peu spéciale, vous l'imaginez bien, à la place d'une personne totalement aveugle. Et donc c'est dans ces conditions que j'ai rencontré Anne-Sara, et dans ces conditions que j'étais sensibilisé à cette question de l'accès au droit. Et plus récemment, avec Anne-Sara également, en tant que directrice de l'association Droit Pluriel, j'ai pu participer à la remise d'un rapport très important de l'association accompagnée du défenseur des droits et de Patrick Goé, à savoir sur l'accès aux droits des personnes handicapées, l'accès à la justice des personnes handicapées. Et cet événement, il y a 2 mois à Sénat, était également un moment très, très important. Donc, je propose tout simplement que nous commencions maintenant là. Peut-être que les présentations sont presque terminées. Peut-être Philippe-Henri Dutheil, que nous n'avons pas encore accueilli, présentez-vous peut-être en quelques mots. Vous faites partie, je crois, d'un cabinet d'avocats important et vous représentez, si je puis dire, un peu la responsabilité sociétale au sein même du CNB, c'est bien ça ? Oui, enfin, on peut le présenter comme ça. D'abord, je suis membre de cette assemblée. C'est déjà la première qualité que j'ai là. J'ai une fonction ici un peu décalée puisque je préside la commission internationale, mais c'est vrai que je m'occupe, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, de responsabilité sociale déjà dans mon cabinet, pas du tout au CNB, heureusement d'ailleurs, parce que sinon j'aurais déjà gueulé d'avoir des locaux qui en effet n'ont jamais été aux normes du handicap, mais je reviendrai là-dessus. Mais voilà, j'ai un combat, je vous expliquerai ce qu'est mon combat dans un grand cabinet dit international pour lutter, et j'emploie à dessein ce type de mots. Anne-Sara tout à l'heure dans son film parlait a plusieurs fois dit le mot combat, et j'aime beaucoup parce que c'est un combat. C'est un combat autant des personnes qui sont aujourd'hui en phénomène d'exclusion que des gens qui sont en capacité de ne pas exclure. Il s'avère que avec ma voisine, nous partageons, alors moi beaucoup plus modestement, mais une vie politique commune dans le même département. Dominique sait combien on lutte en tant qu'élu local sur ces sujets-là. Et je reviendrai sur ce qu'on peut faire, mais aussi les difficultés. Ceux qui me connaissent, je vous parle suffisamment dans la presse sur ces sujets, savent que je ne me cache pas derrière le petit doigt. C'est très compliqué, y compris dans nos cabinets, que de faire accepter, pas seulement le handicap, et c'est le point sur lequel je reviendrai, mais de manière plus générale, la diversité. Le handicap est un phénomène d'exclusion parmi d'autres, et aujourd'hui, on est face à une société qui, de toute manière, exclut fondamentalement la diversité. Parce que la diversité, c'est, comme tu le dis très justement, c'est être extraordinaire, c'est-à-dire d'être en dehors du moule social. Et c'est ça aujourd'hui qui nous pose problème. J'ai appuyé sur mon bouton. Peut-être Dominique Gillot, effectivement, on s'est rapidement présenté, donc ancienne ministre, effectivement, responsable du handicap, et aujourd'hui présidente du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Peut-être revenir tout simplement d'abord sur le film. Vous ne l'avez pas encore vu. Non, je ne l'avais pas vu, et ça m'a fait un gros choc. Et je voulais dire que ce film, il est à la fois chargé d'émotions, d'empathie, mais aussi il dégage une force et une pédagogie extraordinaire. Alors Anne-Sara, moi je connais aussi depuis quelque temps, puisque Anne-Sara était venue me voir au Sénat pour m'expliquer son combat, son action pour rendre la justice accessible à toutes les personnes avec des besoins spécifiques, et qu'on s'est très vite comprise.
que il se trouve que moi j'ai vraiment un avantage sur beaucoup de personnes, c'est que je ne suis pas impressionnée par les situations de handicap. Je rentre très vite en communication, n'est-ce pas, Anne-Sara, avec les personnes qui ont une particularité. J'ai cette empathie depuis toujours et ça m'aide beaucoup parce que ça me fait gagner du temps. Hein. Et donc Anne-Sara est une belle personne, ça je le savais. Mais le film le met vraiment en évidence grâce aux images, au montage, aux conversations privées qui montrent à quel point cette personne est dans la recherche à la fois de l'affirmation de sa personne et de la conservation de ses aptitudes, on voit bien, hein, l'écriture, la lecture, c'est quelque chose qui lui est très précieux. Et là, on vibre avec elle. Mais en même temps, comment elle est à l'écoute des dispositions qui peuvent s'offrir à elle pour surmonter son handicap. Et ça, je pense que c'est extrêmement important que nous le prenions en considération pour apprivoiser cette angoisse, cette crainte que nous pouvons avoir à l'approche d'une personne avec un handicap, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors, la profession d'avocat veut porter le Grenelle du handicap. Moi, je vous soutiens fortement, hein. C'est une très belle ambition, parce que la justice doit effectivement être accessible à tous. Et on voit bien que malgré toute la bonne volonté, malgré l'évolution des lois, encore dimanche, j'ai été contactée par une maman d'un enfant sourd, alors un enfant que de 40 ans, mais ça n'empêche que c'est son enfant, qui a été interpellé, qui a été en garde à vue. Elle était dans tous ses états. Donc bon, j'ai essayé de la calmer. Et puis le lendemain, on a compris que la loi avait permis qu'il ait un interprète pendant sa garde à vue. Donc les choses évoluent. Néanmoins, l'environnement était très anxiogène, à la fois pour lui et pour sa famille proche. Donc les justiciables sont aussi en situation de handicap. Mais les personnes en situation de handicap sont aussi des justiciables. Comme les personnes en situation de handicap sont aussi des malades, sont aussi des étudiants, sont aussi des professionnels. Donc il faut que progressivement la société, la grande maison qu'évoquait Anne-Sara, eh bien, elles comprennent que nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres et nous enrichir les uns des autres de nos expériences. Donc il faut aussi que les professionnels soient libérés de leurs idées reçues, libérés de leurs tabous et de leurs freins qui les empêchent d'exercer leur mission, leur profession, avec toute la générosité et toute la technicité qui doit être la leur. Et je pense que cette démarche de l'association des avocats, du barreau national, est à ce point très, très exemplaire parce que c'est à la fois une démarche envers les personnes en situation de handicap, mais c'est aussi une démarche envers leurs congénères, envers leurs confrères, pour les rassurer sur leurs compétences et les rassurer sur leur capacité à aider, à être des vrais professionnels aux côtés des personnes handicapées. Et qu'il existe des outils. Hein, et qu'il existe des outils, et que ces outils, on peut se les approprier, puis on peut aussi les performer, on peut aussi les améliorer, parce que rien n'est définitif. Alors, bon, vous avez cité Patrick Goé, donc aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans cette démarche. Et moi, enfin, tous les deux, je crois qu'on pense qu'il faut que le droit commun soit accessible pour tous, avec des dispositifs spécifiques, avec des accompagnements spécifiques, mais qui feront que chacun sera dans la même attention nationale, sociétale, culturelle. Voilà. Le handicap est une diversité, mais toute diversité n'est pas un handicap non plus. Donc il faut faire attention à ne pas être dans la recherche trop précise Enfin, faut vraiment regarder la diversité comme elle est et le handicap tel qu'il est, et puis permettre aux personnes qui vivent avec, eh bien, d'être des citoyens à part entière avec les autres. Patrick Goé, justement, vous non plus, adjoint au défenseur des droits, vous non plus, vous n'aviez pas vu ce film. Vous pouvez appuyer sur le... Voilà. Dans quelle mesure, j'allais dire, cette mise en scène, ou en tout cas cette façon de rentrer dans l'intime de la vie d'Anne-Sara, de la vie d'une personne qui perd la vue, dans quelle mesure ça rejoint les questions sur lesquelles vous travaillez, sur lesquelles vous luttez depuis des années? Est-ce que c'est une façon, justement, un outil de sensibiliser différemment à ces questions?
Alors, d'abord, je voudrais remercier le Conseil national des barreaux, qui nous reçoit et qui a pris là une initiative extrêmement importante. Puis vous adressez le salut de Jacques Toubon, qui est très attentif à la question du handicap en général et qui a réservé le meilleur accueil, d'ailleurs, on en parlera sans doute, à l'initiative de Fabienne Servan-Schreiber sur la formation des professionnels du droit au handicap. On en dira un mot parce que je crois que c'est très important. Et puis d'ailleurs, le Conseil national des barreaux, n'est-ce pas, il est particulièrement impliqué dans tout ça. Pour répondre à votre question, je connais Anne-Sara depuis longtemps. Mais je ne la connaissais pas au point où je la connais maintenant après le film. Parce qu'il est clair qu'il y a dans sa vie des éléments considérables résultant du handicap qu'elle connaît. Et j'avais le sentiment de travailler avec une dame de qualité. Mais après avoir vu ce film, et je le dis avec émotion, j'ai le sentiment de travailler avec une dame de très grande qualité. Il y a une humanité qui a traversé ce film et qui est extraordinaire. C'est une humanité qui est faite de courage, de détermination, mais aussi de moments difficiles, douloureux. Et d'humour. Merci de nous avoir fait partager ces moments-là. C'est mieux vous comprendre, et c'est mieux comprendre toutes celles et tous ceux qui vivent ça. Vous l'avez fait avec infiniment de sincérité. Ça, c'est extrêmement important. Puis j'ai découvert en vous... en voyant le film, j'ai repensé à des quantités de choses. Anne-Sara, elle m'a apostrophé, parce que c'est une apostrophe. C'est son genre, oui. Oui, elle m'a apostrophé. J'étais directeur général de l'UNAPI à l'époque. Et déjà, Anne-Sara, vous aviez ce souci de l'accès des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap d'ailleurs. Déjà, moi j'étais au service des personnes handicapées intellectuelles. Et vous aviez déjà ce souci-là. Et comme elle est tenace, quand j'étais délégué interministériel personnes handicapées, elle est revenue à la charge. Mais on n'a certainement pas, à cette époque-là, été assez loin pour répondre à votre attente. Maintenant, on le fait grâce à cette opération sur la formation des professionnels du droit au handicap. La personne en situation de handicap, c'est un citoyen avant toute chose. Et on traverse un moment particulier. Notre société est confrontée à un certain nombre de difficultés. Je vois là le conseiller de Madame Cluzel, la secrétaire d'État. C'est un petit peu aussi pour faire écho à son propos et à ses engagements. Il faut que l'on sauvegarde absolument cette notion de pleine citoyenneté. Et au fur et à mesure que ça s'est déployé, le film, je me disais que votre vie est faite pour vous-même et pour les autres de cette préoccupation de la pleine citoyenneté. Évitons de retomber, alors l'émotion, la compréhension, etc., c'est indispensable. Mais avant d'être un sujet compassionnel, c'est un sujet de pleine citoyenneté et donc pour le défenseur des droits, de droit. Je pense que c'est très important. Moi aussi, j'ai participé à la... Comment on avait appelé ça ? Un tribunal dans le noir. Le procès dans le noir, oui. Le procès dans le noir. Et effectivement, ça m'avait aussi permis d'appréhender mieux les difficultés qu'il fallait surmonter. Et au fond, la leçon que l'on peut tirer de ce que l'on a vu, moi je résumerai ça, je n'ai pas la prétention de tout restituer, mais il y a 4 mots qui s'imposent à moi. Il y a le mot persévérance. Quelle persévérance face à la difficulté. L'intelligence aussi, profonde intelligence. Et puis, chez Anne-Sara, il y a une considérable bienveillance et ouverture à l'autre. Et ça, je l'ai retrouvé dans
ce qu'elle a de personnel et d'intime et que moi je ne connaissais pas. Mais enfin, il y a des moments, les dialogues avec les enfants, c'est extraordinairement touchant et révélateur. Enfin, c'est... Oui, moi, mais j'ai pas l'impression d'avoir répondu à votre question. C'est pas très grave, on va poursuivre la discussion qui est un débat ouvert et sans véritable fil conducteur pour l'instant. J'avais envie de lâcher tout ça. Alors, on va gêner un peu Anne-Sara qui est au bout de la table, on va lui demander pas de réagir à tous ces compliments qu'on lui fait, mais plutôt de savoir par rapport à ce film, comment, je ne sais pas si votre micro fonctionne, il clignote en vert. Voilà. Savoir un petit peu, dans votre parcours, entre guillemets, militant, justement, comment est-ce que vous insérez cette expérience cinématographique? Est-ce qu'elle aide votre travail, votre combat, ou est-ce qu'elle est tout à fait en dehors, finalement, et un à côté de votre vie? Ou est-ce que vous avez envie de vous en servir pour sensibiliser les gens à votre situation? Comment vous le placez dans votre vie? Alors, bonsoir à tous. D'abord, c'est une avant-première, donc on va voir l'histoire qui est de ce film-là. Elle est à venir, elle commence maintenant, donc on va voir quelle histoire est là pour pouvoir répondre à cette question-là. C'est un appel au distributeur caché, ça que vous voulez dire? Oui, d'accord. Et en tout cas, par rapport à ce soir, cette projection-là, il y a Mathieu tout à l'heure qui a introduit en rappelant effectivement qu'on a 20 ans d'amitié. C'est une histoire d'amitié. 20 ans d'amitié commune, que par rapport aux avocats, il est avocat et notre histoire, elle a commencé à un moment aussi là, c'est-à-dire que comme il l'a raconté, j'ai passé ce concours et j'ai été à l'époque par d'autres gens et donc à un autre moment très mal accueilli dans la maison des avocats avec ces propos de pour quelqu'un de normal c'est déjà compliqué mais pour vous n'y pensez pas et je crois que ma vie elle aurait été radicalement différente si Mathieu m'avait pas dit au bout de ces 3 échecs il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il n'avait pas mené cette action effectivement judiciaire pour comprendre ce qui faisait que mes résultats étaient aussi catastrophiques et pourquoi est-ce qu'il y avait ce blocage-là. Et donc j'ai 2 remerciements à faire et je ne réponds pas non plus du tout à la question. Ça commence à être compliqué. Bon. Non, c'est d'abord les avocats. Parce que à travers le travail qu'on fait aujourd'hui avec Patrick Goé du Défenseur des droits, avec Dominique Gillot, avec Fabienne Servan-Schreiber, donc la présidente de notre association de droit pluriel, les avocats sont hyper présents. Donc 20 ans après, merci beaucoup à eux, merci de soutenir cette action, merci de lancer votre Grenelle. Je crois que le travail il va bien avancer par là et avec vous. Et puis le deuxième remerciement sur lequel je serai plus rapide, c'est que ce film-là, vous l'avez compris, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui me regarde comme ça, c'est pas moi qui me montre comme ça, c'est Mathieu. Et donc Mathieu, sans qui le film n'existerait pas, et sans qui je crois que à peu près tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, serait pas. Donc merci à vous. Merci Anne-Sara. Je vois Fabienne Servan-Schreiber au premier rang de cette salle. Peut-être que vous auriez aimé dire un mot peut-être de ce film que vous avez découvert également. Il y a des micros qui traînent dans la salle. Alors, je ne sais pas très bien visiblement. Clotilde Le Petit. Non, mais je ne vais que dire la même chose que les précédents. Appuyez peut-être sur le bouton. Je ne suis pas certain qu'il fonctionne. Je vous tourne le dos. Non, mais moi je vais dire la même chose que les autres. Donc c'est pas très intéressant. C'est vrai que... Je sais pas comment il faut parler. Est-ce que quelqu'un peut charger des micros dans cette salle? Bon voilà, non, mais je ne vais il fonctionne, ça y est, il fonctionne. Que répéter. Voilà, bon, je ne vais que répéter effectivement la découverte d'instants et de morceaux de la personnalité d'Anne-Sara que je ne connaissais pas, mais que j'admire depuis le premier jour où elle est venue me voir. Voilà. Et je ne l'aide pas assez, mais je continuerai à l'aider. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous poser les questions parce que maintenant, moi, j'ai envie qu'on passe au fait. On est d'accord. On a monté
une association, elle a un projet, on a fait un rapport, il faut que ça avance. Il ne faut pas que des bons mots, même s'ils sont très amicaux et encourageants. Voilà, on a besoin de soutien. Si certaines personnes d'entre vous veulent nous donner du temps et de l'expertise, nous sommes absolument preneurs. Nous avons besoin d'aide parce que c'est un très grand combat. Nous avons besoin de sous. Donc je me retourne vers les autorités de l'État, les fondations, les associations. Et moi, j'aime bien les choses concrètes. Donc je pose la question. Moi aussi. OK. On est d'accord. Merci Fabienne Servan-Schreiber. Alors peut-être effectivement, soyons concrets, revenons peut-être 2 mois en arrière sur ce travail que Droit Pluriel a mené et présenté au Sénat maintenant. Alors pour ceux qui n'y étaient pas, qui sont sans doute nombreux, effectivement c'est un rapport qui a été rendu sur la sensibilisation des professionnels du droit à la question de l'accès aux droits des personnes handicapées, avec pour priorité... avec des témoignages très forts, etc., bien sûr, qui ont été présentés lors de ce rapport, et avec une mesure, on va dire, peut-être partons là-dessus, qui a été présentée, à savoir former les professionnels du droit, les sensibiliser davantage à cette question, à travers notamment un kit pédagogique qui a été présenté ce soir-là. Alors, bon, on ne va pas refaire la présentation, on ne va pas revenir 2 mois en arrière, mais peut-être, M. Goé, 2 mois après, faisons un point, tout simplement, pour dire un petit peu, informer justement le CNB de l'avancée de ce travail. On en est où du financement? On en est où de l'avancée de ce rapport? On a rencontré des difficultés parce que, dans un premier temps, on s'était adressé aux 2 fonds qui finance des initiatives relatives à l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. On s'était adressé à l'AGFIP et au FIPHFP. Alors, préciser que ce sont... le FIPHFP, c'est le fonds qui... Vous savez, les employeurs qui n'ont pas 6% de salariés handicapés au moins dans leurs effectifs, la loi les invite, les oblige à verser à ces 2 fonds, selon la nature publique ou privée de ces employeurs, de verser l'équivalent de ce qui manque à ces fonds-là. C'est leur manière de s'acquitter de leur obligation d'emploi. Une compensation. D'ailleurs, certains d'entre eux pourraient faire des efforts supplémentaires pour employer plutôt que de verser de l'argent au fonds en question. Ce n'est pas une mauvaise chose de verser de l'argent au fonds en question, mais ils pourraient faire des efforts. On pourrait d'ailleurs, on est à quelques semaines on est à quelques jours de la semaine annuelle de l'emploi des personnes handicapées. Il y a de quoi quand même avoir honte, parce que cette loi, elle est de 87 et on n'en est pas encore à 6%. Donc il y a des entreprises qui ont fait des progrès, il y a des collectivités qui ont fait des progrès. Mais quand la ministre disait dans son intervention qu'il y a, c'est combien? C'est 19% des personnes handicapées qui sont sans emploi. Bon, donc, voilà, alors j'arrête. Alors, vous étiez entre guillemets en négociation avec ces 2 fonds. On a été en négociation et puis, pour financer ce kit pédagogique. Ces négociations avec ces 2 fonds, pour des raisons diverses, n'ont pas abouti. Donc, on a été obligé de suspendre les travaux et de trouver d'autres moyens de financer l'opération. Et on a avancé très sensiblement. Anne-Sara pourra compléter. On a trouvé un organisme qui collecte des fonds auprès de divers organismes de l'économie sociale et qui a donné un accord de principe, qui est en quête qui est en train d'interroger chacun de ses adhérents pour déterminer la part qu'ils prendront dans le financement de cette opération. Donc ça a beaucoup progressé. Je crois que vous avez, mais ça je vous laisserai le soin d'en parler, Anne-Sara, vous avez eu des échanges avec un des membres de cette structure, Malakoff Médéric, donc je pense que vous pourrez certainement en dire quelque chose. En tout cas, aujourd'hui, on est assuré de réunir les fonds en question. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine ou la semaine suivante qu'à nouveau le comité de pilotage se réunit, qui va faire le point sur ce qui a déjà été réalisé, qui va mettre en place le travail autour de la fabrication, il ne faut pas que je me trompe dans la terminologie, la mallette pédagogique. Donc ça, c'est dans une dizaine de jours que nous nous réunissons au siège du Défenseur des droits. Donc c'est une affaire qui repart solidement. Notre objectif, c'est qu'à la fin de l'année scolaire et universitaire, on ait mis en place de quoi, à la rentrée suivante, mettre en place les choses.
hein. Donc voilà, et je pense que l'événement dont vous avez parlé, qui s'est déroulé au Sénat, a beaucoup contribué, lui aussi, à la prise d'intérêt global sur la démarche que nous avons entreprise. Et il faut détailler l'implication des divers professionnels du droit. Il y a effectivement les avocats. Vous avez été en permanence à toutes les réunions. Vous avez été même parfois, à juste titre, mouche du coche. Et vous avez eu raison. Il y a l'École nationale de la magistrature. Il y a le Conseil supérieur du notariat. Il y a les huissiers. Il y a les conciliateurs de justice. Et les greffiers. Et les greffiers. Et tous ont confirmé. Tous d'abord nous ont dit, vous êtes en quête de nouveaux financements, de nouveaux partenariats. On vous fait confiance. On attend la rentrée. On vous avait dit à la rentrée, on vous donnera un certain nombre de réponses. On a donné ces réponses. Et je sais même que parmi les acteurs que je viens de citer, il en est qui sont prêts également à participer concrètement à la réalisation de la mallette pédagogique. Alors, je vous vois hocher de la tête, Clotilde Le Petit. Il était prévu que vous interveniez à la fin, mais comme on improvise un peu tout ça. Justement, dans quelle mesure vous avez été mouche du coche, comme le disait Patrick Gouet, et dans quelle mesure c'était important pour vous, en tant que représentant du CNB, de faire avancer ce dossier-là, l'effectivité des droits? Je voudrais dire un peu ce qu'a dit Fabienne Servan-Schreiber, c'est-à-dire je veux pas qu'on en soit juste à la déclaration de bonne intention pour tous s'auto-féliciter d'une... Voilà. Et on avait commencé des travaux qui, à un moment donné, pédalaient un peu, et je voulais qu'on avance parce que je voulais pas participer à du faux. Voilà. Moi, j'ai été très émue de découvrir tout ce que j'avais à apprendre sur le handicap. Voilà, je connaissais pas le handicap comme en fait les gens de la société, sa diversité, sa réalité. Et quand j'ai rencontré Anne-Sara, eh bien, elle m'a donné à voir. Voilà, elle a mis des mots. Alors Anne-Sara, avocat, advocare, ça veut dire parler pour. Et je sais pas si, je crois que tu es avocate parce que tu parles très bien pour les autres. Voilà. Et donc moi, je sais pas, je décerne pas des diplômes, mais en tout cas, à la maison des avocats, tu es dedans. Voilà. Et simplement, voilà, les financements, le fond, là. Le Conseil national des barreaux a rédigé une note technique sur les contentieux du handicap à l'attention des avocats. Les événementiels et les idées, on les a. On veut organiser encore des procès dans le noir et d'autres, sensibiliser encore, parler, le Grenelle du handicap. Et puis, prendre la mesure physique de ce qu'est le handicap, ses diversités, sa réalité, nous permettre à nous, les professionnels du droit, de nous améliorer, parce qu'on a tout à apprendre, nous améliorer dans nos façons de recevoir, dans nos façons de se comporter en audience. J'ai même envie d'associer aux professionnels du droit sur cette formation les officiers de police judiciaire qui reçoivent les plaintes de personnes en situation de handicap et ou qui les auditionnent en garde à vue. Parce que je suis pénaliste et je vois à quel point ça peut avoir un vrai enjeu. Voilà. Et parce que, pour être clair, améliorer l'accès au droit pour les personnes handicapées, c'est améliorer l'accès au droit pour tous. Non, mais pour être clair, oui, les personnes en situation de handicap viennent très peu voir les avocats. Parce qu'elles ont peur d'être mal considérées, parce qu'elles ont peur qu'on se passe de leur intelligence et qu'on pense pour elles, parce qu'elles ont peur d'être méprisées. Et nous, les avocats, on connaît si mal le monde du handicap. On fait des efforts, on y est là, on va avancer. Mais d'abord, regardons-nous pour nous améliorer. C'est la meilleure façon que ça marche. Et on doit apprendre à poser des questions sur leur réalité, à en prendre la mesure pour pouvoir ensuite la rendre devant la justice. Par exemple, Anne-Sara a fait un documentaire qui s'appelle « Parents à part entière » sur les parents qui sont en état de cécité et à qui parfois on retire des droits relativement, par rapport à leurs enfants, parce qu'on n'y comprend rien de leur vie. Voilà. Alors que si on savait un peu, si on ne sont pas capables de s'occuper de leurs enfants, voilà, comme on leur retire des capacités qu'ils ont. Et ce que dit Anne-Sara, c'est vrai, c'est que le handicap, il n'est pas à l'intérieur d'elle, il est dans l'obstacle qu'elle vit avec la société et les regards qui sont les nôtres ignorants. Voilà. Dominique Gillot, vous aviez envie de... et Philippe-Henri Dutheil.
Alors, attendez, parce que... Pardon, ça va chauffer, voilà. J'ai vraiment envie de rebondir sur ce que vous dites. Moi, je suis vraiment très émue de voir la mobilisation de cette profession qui, bon, je disais à mon voisin, les avocats, ils sont là pour défendre des causes. Et si les avocats se mettent à défendre la cause des personnes handicapées, ça va faire bouger la société. C'est une manière aussi d'agir. Simplement, c'est une démarche personnelle. Le kit, la mallette de formation, tout ça, c'est pour en plus. Hein. Mais la formation initiale, elle est obligatoire. Non, mais la question, ce serait de rendre cette formation qui serait à l'attention de tous les professionnels de droit obligatoire, formation continue. Pour ça, il faut qu'il y ait un geste législatif. Moi, j'étais intervenue, excusez-moi de revenir sur des expériences comme ça, mais quand j'étais encore sénatrice, j'avais présenté un amendement dans la loi pour une justice du XXIe siècle, et la réponse du garde des Sceaux, qui m'avait complètement sidérée, c'est que c'était trop compliqué, que ça allait bouleverser les maquettes de formation, que ça allait coûter cher, et tout ça, qu'il fallait... Attendez, c'est pas... Non. Quand aujourd'hui, le ministre de l'Éducation, il donne des conseils, il impulse des nouvelles pratiques dans l'éducation, on ne dit pas ça va coûter plus cher, il faut faire des choses et tout ça. C'est simplement, c'est la loi, c'est la parole ministérielle. Donc il faut que ce soit. Donc la garde des Sceaux, elle est en train de préparer une loi qui va être présentée dans le premier semestre 2018. Il faut absolument que nous unissions nos forces pour que dans cette loi, il y ait une modification de la formation initiale de base des professionnels du droit, à tous les échelons. Exactement, à l'instar de ce qui s'est passé sur les violences faites aux femmes. Voilà. Exactement. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on lâche sur le handicap. Hein. On a un président de la République aujourd'hui qui a décidé que le handicap était la priorité de son quinquennat, qu'il fallait construire une société inclusive. Il y a une secrétaire d'État qui fait vraiment tout ce qu'elle peut pour mobiliser ses collègues, pour tout ça. Mais il faut que nous soyons aussi vigilants pour que toutes les politiques publiques soient concernées par cette ambition. Il ne peut pas y en avoir qui se mettent à l'écart en disant « Non, c'est trop compliqué, vous savez, nous, oh là là, ça fait des décennies, des siècles qu'on travaille comme ça, on ne va pas changer tout ça. » Si, on va changer, puisqu'il est décrété aujourd'hui par une volonté présidentielle que les personnes handicapées ont toute leur place dans la société. Donc, personne ne doit y échapper. Et donc, on va mettre en place, effectivement, encore pendant quelques temps, des dispositifs supplémentaires, des volets handicap de ci, de là, mais progressivement, il faut que la préoccupation de la place des personnes handicapées dans tous les actes de droit de notre société, la pleine citoyenneté, eh bien, ça soit dans le droit commun. Le droit commun. Il n'y a que ça de vrai. Sinon, c'est comme l'eau sur le sable, vous savez, il va y avoir un gros impact, et puis progressivement, chacun va retourner à sa petite vie, à ses petites pratiques, à ses habitudes. Donc, il faut que ce soit la loi qui modifie ça. Vraiment, j'insiste profondément là-dessus, et je pense qu'au-delà de ça, eh bien, on aura des mesures qui vont faire du bien, qui vont faire plaisir aux promoteurs, qui vont améliorer la situation de nombreuses personnes handicapées, mais qui ne toucheront pas celles qui sont à l'autre bout de la France et qui ne rencontreront pas des professionnels qui auront été sensibilisés. Donc, formation initiale et formation continue pour le rattrapage, et puis voilà. Philippe-Henri Dutheil, vous aviez envie également de réagir à ce que disait Clotilde Le Petit tout à l'heure, et puis après on commencera peut-être une dernière intervention de M. Bas, et ensuite peut-être la salle. Allez-y. J'ai plusieurs réactions. D'abord, une de nature politique, dans le sens plein du terme. Et je vais assumer totalement ce que je vais vous dire. Qu'on le veuille ou non, on est aujourd'hui dans une société qui n'est pas capable de jouer l'inclusion. L'élu local que je suis pas très loin de toi, est tous les jours confronté à une population qui refuse l'inclusion. Qui refuse l'inclusion des migrants parce que ça ne leur ressemble pas, qui refuse l'intégration et l'inclusion de populations qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. On est dans une société qui a, depuis des générations, s'est donnée dans l'incapacité d'inclure ce qui est différent. Et aujourd'hui, la problématique des personnes qui sont, comme tu le dis très justement, extraordinaires et malheureusement frappées par la vie d'un handicap, correspond à des situations qu'on pourrait... comparé sur d'autres, non pas handicaps, sur d'autres situations qui amènent à ne plus pouvoir être inclus. Il s'avère que dans cet amphithéâtre, on a tenu il y a quelques semaines, à l'initiative de ma commission, le premier colloque sur le rôle de l'avocat dans la problématique des transgenres.
Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui ne sait pas inclure des gens qui ne ressemblent pas à, entre guillemets, à la norme, aux autres. Et les avocats, on est en plus très normés, qu'on le veuille ou non. Tu disais qu'on doit être des défricheurs, des provocateurs. Oh que oui, et en même temps, et des défenseurs. En même temps, quand tu nous regardes, on est là pour en plus aider à appliquer une norme, ce qui est absolument schizophrène comme situation. On est aujourd'hui face à une société, j'assume, c'est pour ça qu'il faut poser ça en termes politiques, et le représentant du défenseur des droits, Patrick Goé, a raison de dire que c'est la pleine citoyenneté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dote dans une société mature comme la nôtre d'outils, tu as raison, juridiques, mais pas seulement juridiques, qui permettent de favoriser l'inclusion, puisque nous sommes dans une société aujourd'hui qui ne fait qu'exclure, qui exclut les handicapés, qui exclut la communauté LGBTI et qui exclut tout ce qui ne lui ressemble pas. Et c'est ça le combat politique qu'il faut mener. Ça, c'est le premier point. On m'avait dit d'intervenir pour mon cabinet, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est que dans un cabinet qui est en plus un grand cabinet, on a été confronté aussi au fait que finalement la normalité faisait que c'était tellement plus simple de prendre un avocat ou une avocate qui est blanc de peau, qui a fait son école d'avocat, qui habite dans Paris, parce que c'est simple à intégrer. Il s'avère que comme je suis un avocat dans l'âme parce que je suis arrivé à l'avocature très tard et déjà très vieux, ça m'a permis d'être provocateur encore plus vite que mes confrères. Je suis resté sidéré. Alors pour Anne-Sara, je ne suis pas certain qu'elle le voit de loin, mais je suis en train, Anne-Sara, de sortir mon badge professionnel. J'ai ma binette en photo, ça n'a strictement aucun intérêt, puis il y a un cordon après. Il y a un cordon, et la spécificité de ce cordon, c'est que c'est un cordon qui est arc-en-ciel. J'ai imposé ça au cabinet d'avocats. Ouais, comme tu dis, oula. J'ai dit c'est sympa là, parce qu'on est tous en train de se dire c'est fabuleux, il faut intégrer les handicapés. J'ai dit à mes associés, mais vous faites quoi? Ah, tout le monde s'est retourné en disant on paye. Ah d'accord, ça va avancer, c'est ce qu'on disait. Ben, j'ai dit on va pas le faire. Me disant, j'étais patron du cabinet, en me disant j'ai déjà montré l'exemple. J'ai dans mes équipes pris de jeunes handicapés. J'ai pris une assistante qui était handicapée mentale. On ne va pas se cacher derrière non plus son petit doigt. Qu'est-ce que c'était difficile? Qu'est-ce que c'était difficile? On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des moments où je disais à Sylvie, j'y arrive plus. Et Sylvie me disait, mais moi non plus. Et je disais, mais c'est terrible. Sylvie, qui était mon assistante. D'accord. Qui était mon assistante. Et je disais à Sylvie, on ne va pas y arriver. Donc, ce n'est pas les bisounours non plus. Hein. Le handicap est difficile. Et donc, on a lancé ce cordon, extrêmement provocateur, mais j'adore ça, en disant, bon, on va le porter, puisqu'il s'avère qu'on a un badge obligatoire avec un cordon qui est jaune, parce que c'est la couleur du cabinet. J'ai dit, on va prendre un arc-en-ciel. Alors, ce n'est pas uniquement LGBTI, c'est tout ce qui est divers, tout ce qui est différent. Et en disant, maintenant, on va se mouiller, on va le marquer. Alors, j'avais plein de choses à vous dire, mais je vais aller beaucoup plus sur la dernière réaction. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a une question aussi d'éducation. Je reste convaincu que si on n'éduque pas nos enfants ou les plus jeunes, en leur expliquant que la diversité, et c'est Exupéry qui avait cette phrase que je trouve extraordinaire, qui disait, mon frère, loin de me... Hein, vous la connaissez pour quelques-uns, hein, si tu diffères de moi, loin de... Eh bien oui, c'est des valeurs, c'est ces valeurs humanistes qu'il faut qu'on soit capable de porter. Et je le dis avec force et vigueur, ce sont ces valeurs humanistes qu'il faut qu'on soit capable de dire que la diversité dans une société, c'est pas quelque chose qui divise. La diversité, c'est quelque chose, au contraire, qui cimente une société. Et nous sommes dans une société dans laquelle le lien social est en train de partir en quenouille. Je le dis, je l'assume, y compris en tant que militant politique, et qui plus est en tant qu'avocat. Et le handicap concourt à resserrer les liens sociaux dans une société qui est d'un égoïsme forcené. Vous êtes différent, donc on vous exclut. Vous êtes communauté LGBTI, on vous exclut. Vous êtes doté d'un handicap, on vous exclut. Vous n'avez pas la même couleur de peau, on vous exclut. Et le rôle de l'avocat, c'est non seulement de lutter ça, mais aussi d'éduquer. Et je terminerai en disant, et ça rejoint tout à fait ce que vous évoquez, j'ai dit à mon cabinet, on va rentrer dans du concret. On ne va pas seulement prendre des jeunes qui ont des handicaps. Il s'avère que j'ai eu dans mes équipes, je pensais qu'il était là ce soir, Mathieu Juglar, que pour les Parisiens, vous connaissez, puisque Mathieu a été dans mes équipes. C'est un non-voyant, un jeune absolument brillantissime, qui a fait une erreur dans sa vie, c'est démissionné de mon cabinet pour aller à Paris, mais nul n'est parfait, puisque grâce à ça, il a été élu secrétaire de la conférence, ce qui montre qu'on peut être non-voyant et avoir une magnifique carrière d'avocat devant lui. Et on s'est dit, finalement, on va avoir, et c'est mon dernier point, une initiative vis-à-vis des plus jeunes d'entre nous. Ils sont où, ces plus jeunes d'entre nous? Ils sont dans l'école d'avocats.
Et on s'est dit, et j'ai des slides, mais j'ai plus le temps puisqu'il est déjà quasiment 19h, on est allé dans l'école d'avocats, qui est celle du barreau auquel j'appartiens et dont j'étais bâtonnier, qui est dans les Hauts-de-Seine, et on est allé, non mais c'est pas grave, on les enverra, ça a strictement aucun intérêt que je les projette. Et on est allé voir l'école d'avocats en disant, écoutez, voilà, on est un cabinet, et nous nous mettons au service des enseignants et au service des élèves avocats sur cette école d'avocats, donc c'est celle de Versailles qui couvre le bassin de la cour d'appel de Versailles, pour dire, nous allons mettre du temps et mettre de l'argent pour former pas seulement les élèves avocats, mais les enseignants. Les enseignants dans lesquels il y a des enseignants, mais il y a aussi des confrères, pour leur dire, voilà, la notion d'exclusion, la notion de diversité, en ce compris le handicap, puisque j'ai intégré ça dans la mission handicap, doit permettre de former nos futurs confrères, ces gamins qui ont entre 23 et 26 ans, donc ces futurs jeunes, enfin ces jeunes futurs avocats, puisqu'ils ne sont pas encore totalement avocats, à les former pour accompagner, mais devenir, et je terminerai par là, des combattants de ces causes. Et ce sont vraiment des combats qu'il faut mener pour lutter, et je terminerai par là, je le redis en termes politiques, sur tout ce qui veut nous niveler, tout ce qui veut nous diviser. Anne-Sara Cartudo, je crois que vous aviez quelque chose à ajouter. Parce que je ne peux pas m'empêcher de réagir tout le temps, quoi. Et vous êtes là pour ça, vous êtes la tribune. Oui, non, mais c'est mon rôle aussi. Ouais. Et c'est vrai que quand vous dites dans vos équipes, on n'est pas dans le monde des bisounours, et intégrer le handicap, c'est compliqué. C'est vrai, attention, moi j'ai bossé avec des valides, et la validité, des fois, c'est vraiment compliqué aussi dans le boulot. Hein. Alors après, juste un mot, c'est que dans le film, à un moment, donc effectivement, je définis le handicap, et puis je dis aussi que les personnes handicapées sont en dessous. Alors, par curiosité, dans l'équipe de droit pluriel, on a ouvert le dictionnaire pour voir la définition du mot handicap. Le handicap, c'est une infériorité qu'on doit supporter. Si vos enfants ouvrent le dictionnaire, là je parlais tout à l'heure du Larousse, passons au Robert, si vos enfants ouvrent le Robert Junior, le handicap, c'est une chose qui diminue mes chances de réussite et d'épanouissement. Alors, effectivement, après, cette impression qu'on a d'être en dessous, ça vient de quelque part. Alors, je crois qu'on est en train d'agir là tous ensemble, mais je voulais vous proposer aussi, on est dans l'action, on travaille sur les comportements. Donc on est dans l'action, on travaille sur les comportements. Je crois qu'il faut travailler aussi sur les mots. Alors on a préparé, nous, à droit pluriel, une lettre à l'attention des rédactrices et rédacteurs de dictionnaires de langue française pour leur demander de se mettre à jour sur leur définition. Je voulais vous proposer à tous ici présents de co-signer cette lettre, que ce soit une action commune, parce qu'avec vos différentes approches, vous travaillez aussi tous là-dessus. Les avocats, comme disait Sébastien, sont particulièrement bien placés pour porter cette cause-là. Si vous acceptez de la co-signer, je crois qu'on sera plus fort, et puis on attendra le retour. Et avant de recueillir vos réactions, la lettre, elle est en train. Il y a Sébastien dans la salle qui est chez Droit Pluriel, je ne sais pas si tu es par là, qui est en train de la mettre en direct, en ligne sur notre site. Lisez-la, partagez-la. Alors, c'est pas, elle est consultable en passant par notre page Facebook Droit Pluriel. Lisez-la, consultez-la et partagez. Il faut qu'on arrive à ce que ça passe partout et à ce que tout le monde se dise tiens, c'est marrant quand même que ça soit encore là et qu'on en soit encore là. Et je m'engage personnellement à la transmettre à Alain Ray, ancien chroniqueur à France Inter. Voilà. Et à l'Académie, bien sûr. Il faut avoir peur de rien. Merci Anne-Sara. Il est 19h effectivement, c'est pas l'heure du journal, mais c'est l'heure de l'échange avec la salle. Il était prévu qu'on s'organise de la façon suivante, donc d'abord une priorité aux gens qui sont en tribune, et ensuite effectivement la parole via des micros qui sont censés être branchés en salle. 4 micros que je vois seuls. Appelez votre parole. Si quelqu'un a envie de prendre la parole pour poser les premières questions à nos invités, n'hésitez pas. Madame, alors, est-ce que quelqu'un peut éventuellement transmettre un micro? Alors, je ne sais pas qui s'en occupe. Ah, voilà. Alors, on va des règles simples. Hein. Présentez-vous, et ensuite des questions relativement courtes pour qu'on puisse y répondre de façon courte également, et puis qu'on puisse prendre un maximum de questions jusqu'à la fin de cette soirée. Ça marche. Ça marche impeccablement bien. Bonsoir et merci pour ce film, Mathieu Simonet, et merci
Anne-Sara pour son témoignage, déjà, qui était effectivement très émouvant. Ma question, alors je m'appelle Corinne Erga, je suis éditrice donc chez Armand Collin Duno. On parlait tout à l'heure, monsieur, de l'éducation, et en fait, il faudrait aussi peut-être les acteurs de l'éducation, les impliquer aussi dans cette lutte. Moi, personnellement, j'ai une sœur qui est schizophrène et qui a été exclue du système scolaire à cause de ça, donc déjà. Et donc ça, c'est une question aussi, il faudrait peut-être impliquer, c'est vrai que la profession d'avocat, effectivement, c'est très important, mais il y a aussi tous les acteurs, l'éducation et les acteurs de l'éducation. Et d'autre part, j'avais une autre question par rapport au... Est-ce qu'il peut y avoir aussi des ponts avec l'étranger? Parce que il y a quelques semaines aux États-Unis, il y a un malentendant qui a été tué par la police parce qu'il n'avait pas entendu les injonctions. Donc, est-ce que ça doit rester français, ou alors est-ce qu'il peut y avoir des ponts avec les autres pays pour justement résoudre ces problèmes, quoi, voilà, et alors, inclure. Sur la question peut-être des acteurs scolaires, effectivement, je me tourne vers Louis-Georges Barré, dont le projet effectivement est de lancer ce Grenelle du handicap. Et si je comprends bien, qu'il ne s'adresserait pas seulement effectivement aux professionnels du droit, mais à tous les professionnels de toutes les professions, si je puis dire, y compris effectivement aux acteurs éducatifs. Ça doit être tourné vers tous les acteurs, et vous avez raison. Et vous avez raison parce que, en réalité, si on a envie de cette société inclusive que propose Madame le ministre, eh bien, il faut que tous les acteurs, ceux de l'éducation, ceux de la santé, je t'ai marqué tout à l'heure par ce que disait le médecin, mais c'est tellement vrai, c'est tellement habituel. Et je ne réponds pas à votre question en disant ça, mais je voulais le dire tout à l'heure. C'est tellement habituel, les médecins qui disent « Ah, ça devrait peut-être être mieux, mais vous allez prendre la décision tout seul parce que ce sera peut-être pire. » Et on est tous confrontés à ce moment-là. Et il va falloir que le monde de la santé apprenne aussi à avoir le vocabulaire, les termes, la manière de s'adresser. Parfois aussi en essayant de comprendre ce que la personne en face d'elle ressent. Quant aux manuels scolaires, vous avez raison, il faut absolument les adapter. Et l'avantage, et je vais dire l'inverse de mon ami Philippe Henry, l'avantage, c'est que lorsque l'on va adapter les manuels scolaires pour les enfants en situation de handicap, ça va aider tous les enfants. L'avantage, c'est que lorsque, dans une entreprise, on adapte un ordinateur pour permettre à l'écran de mieux visualiser, ça aide tous les salariés. L'avantage, c'est que lorsqu'on met une rampe pour accéder à un amphithéâtre, ça aide toutes les personnes. En réalité, lorsque l'on permet aux personnes en situation de handicap d'accéder à toutes les échelles de la société, on permet à tous de mieux accéder. Et le fait de mieux s'adapter aux personnes extraordinaires permet aux personnes ordinaires de vivre mieux. Et peut-être aussi, je vais vous livrer une expérience de ce point de vue très rapide. Nous avons, il y a quelques années, permis à une personne en situation de trisomie 21 d'accéder dans une entreprise à un poste ordinaire dont plus personne ne voulait, mais elle en avait très envie. Le chef d'entreprise était dubitatif, non, ça ne marchera jamais. Quelques semaines plus tard, non seulement la personne en situation de handicap était heureuse dans l'entreprise, mais elle rendait heureuse toutes les personnes qui étaient autour parce qu'elle faisait son métier avec une vraie joie communicative. C'est à ça qu'il faut impérativement que nous arrivions. Et c'est pour ça que ce Grenelle est nécessaire, parce que si nous réussissons à mettre autour de la table tous les acteurs, et j'allais dire nous en qualité de juristes, et tu as raison Philippe Henry, nous en qualité d'avocats, en leur disant qu'ils ont une responsabilité sociétale et qu'on peut les accompagner, qu'un texte de loi, c'est très facile à écrire, qu'une petite modification législative, ce sera très facile à faire, même si je sais qu'on nous mettra tous les bâtons possibles en nous disant que ça peut coûter cher, que ça va être difficile, que la société ne s'adaptera pas. C'est pas vrai. On peut y arriver. Il suffit seulement de le vouloir. Je poursuis sur la deuxième question de Corinne, madame, tout à l'heure, à propos effectivement de l'étranger. Est-ce que, alors je me tourne vers tous mes invités, est-ce qu'on sait ce qui se passe ailleurs? Est-ce qu'on sait ce qui se passe par exemple effectivement au Canada, en Belgique, qui sont des pays souvent avant-gardistes en la matière? Patrick Gouet, vous avez une réponse? La réponse, c'est qu'il existe un réseau européen et un réseau international des ombudsman, auquel le défenseur des droits, médiateur, ouais. Auquel le défenseur, oui, le mot défenseur est peu utilisé sur le plan international. Il y a le défenseur du peuple en Espagne. D'ailleurs, c'est une institution qui a beaucoup inspiré le défenseur des droits français. Mais il y a un réseau, et la question du handicap est au cœur des travaux de ce réseau.
Donc l'appel de madame peut avoir de ce côté-là, il n'y a pas que de ce côté-là, mais peut avoir un écho. Et vous avez raison, il vaut mieux faire en sorte que les choses soient transversales. Mais est-ce qu'on sait s'il y a des pays qui sont très avancés en la matière? Oui, mais il y a des pays, qui sont beaucoup plus avancés, des pays qui le sont beaucoup moins. Ça dépend de l'histoire de chacun de ces pays, de la culture de chacun de ces pays. Moi, j'ai été secrétaire général d'Inclusion Europe pendant 8 ans. Il y a 2 approches en Europe et il faut essayer de faire en sorte que ces 2 approches se concilient. Vous avez un certain nombre de pays qui sont plutôt d'héritage protestant. Dans ces pays-là, parce que la religion a de l'importance, les cultures ont de l'importance dans l'approche d'un sujet comme celui-là. Dans ces pays-là, l'idée, c'est que tout individu, quel qu'il soit, malade, handicapé, etc., il a forcément des talents et qu'il faut que ces talents-là, ils puissent les découvrir, les développer, en faire profiter l'ensemble de la cité. Si vous allez à Stockholm, tout est accessible. Parce qu'avec cette culture-là, on dit qu'il faut donner les moyens à ces femmes et ces hommes qui, bien qu'handicapés, ont des capacités, il faut qu'ils puissent les réaliser, ces capacités. Et en plus, à Stockholm, il n'y a pas un architecte des bâtiments de Suède qui vient dire le château doit rester dans l'état où il était au Moyen-Âge. Bon. Là, je pourrais vous raconter des histoires invraisemblables sur l'adaptation de la Madeleine, etc. etc. Il y a un architecte dans la salle. Non, mais ce sont des gens très bien. Ils font leur boulot. Mais il y a des moments où, bon. Et puis, il y a une deuxième culture en Europe, qui est plutôt celle à laquelle on appartient, latine, qui est la culture plutôt d'influence latine, catholique, etc. L'idée, c'est que dans ces sociétés-là, il y a des gens qui ont, il y a des gens qui peuvent, et puis il y a des gens qui n'ont pas et des gens qui ne peuvent pas. Et il y a un devoir de solidarité des premiers envers les seconds. Résultat, chez nous, on a surtout fait des solutions, des réponses spécialisées, destinées à ces populations-là. On est dans le compassionnel. Mais en réalité, pas uniquement. Ça a permis de progresser. J'aime pas beaucoup, moi, les anathèmes sur le passé, etc., etc. Je tiens à saluer le travail considérable dans ce pays. Tout ce qui a été fait pour le handicap l'a été à l'initiative des intéressés eux-mêmes et de leurs parents. L'essentiel. Et ensuite, il y a eu des échos politiques et au fil des décennies, la mobilisation politique s'est faite. Moi, je peux vous raconter l'évolution de la pensée en France sur la question du handicap. Ben, donc, vraiment, saluons tout ce que les intéressés ont pu faire pour que les choses progressent. Mais chez nous, il faut vraiment que l'on fasse un effort sur le message suivant, qui est sous-jacent dans l'action d'Ansara. C'est que, en règle générale, tout ce que l'on peut faire pour les personnes en situation de handicap, ça profite à tout le monde. Il faut vraiment que l'on fasse comprendre à l'ensemble de la société qu'on lui demande un effort, qu'il convient qu'elle soit solidaire, il n'est pas question de balayer tout ça, mais qu'en plus, c'est pas uniquement, allez, il faut le faire parce qu'il faut être solidaire, mais en plus, les exemples sont innombrables. Je ne vais pas prendre celui du bus, parce qu'on le prend toujours, les exemples du bus, avec le plan incliné qui permet à des quantités de gens d'emprunter le bus. Sachez qu'on a fait des statistiques. Les personnes en situation de handicap qui empruntent le plan incliné du bus, c'est 20% des utilisateurs. Tous les autres, c'est un maman ou un papa avec une poussette, etc., etc. C'est chaque fois du mieux-être pour tout le monde, y compris à l'école. À l'école, on a réfléchi à une adaptation des méthodes pédagogiques pour qu'un certain nombre d'élèves ou d'étudiants qui avaient des difficultés d'accès pour des raisons de limites, de difficultés intellectuelles, etc., on a intégré ça, on a fait progresser. Insuffisamment, mais on l'a fait. D'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale, en particulier depuis l'adoption de la loi de 2005, a fait de très, très, très gros progrès. Je crois qu'il faut voir aussi les choses sous cet angle-là. Sur ma gauche, je crois qu'une dame avait l'intention de prendre la parole. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, Bernadette Pilois, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes. Je pense que Madame Gillot devine ce que je vais poser comme question. Envisagez-vous de présenter ce film en audio-description pour les aveugles et malvoyants et les personnes âgées et comme je suis solidaire des autres personnes handicapées, avec des sous-titres pour les personnes sourdes. Et tant que j'ai le micro, je voudrais m'adresser à la personne des éditions Duno. Est-ce que vous savez que, effectivement, le photocopiage, c'est très très mal, mais en revanche, l'écrire sur toutes les pages, ça empêche les personnes comme moi
qui adore être autonome dans mes lectures et scanner les livres que j'achète légalement. Je ne peux pas lire les livres de Duno parce que je ne peux pas les scanner. Il y a plein de petites bêtes qui se mettent partout. Il faudrait y penser, c'est de la discrimination. Merci. Alors, sur l'adaptation éventuellement... Pardon. Je suis plus Armand Collin que Duno. Mais bon. Ouais. Donc peut-être, alors je sais pas, peut-être une question qui s'adresse à Anne-Sara et peut-être à Mathieu directement sur l'adaptation du film aux malvoyants et aux malentendants. Est-ce que vous y avez pensé? Alors oui, effectivement, on y a pensé et il y a une version sous-titrée et en audio description qui pourra bientôt être présentée. Donc on va justement organiser avec Anne-Sara une séance en ce sens, mais effectivement, la réponse est oui. Et je profite juste de ce moment où j'ai la parole pour dire que par rapport à la formation, un point qui me paraît important, c'est que souvent, on a tendance à penser qu'on est plein de bonnes intentions et qu'on n'a pas une attitude discriminatoire vis-à-vis des personnes handicapées et qu'on n'a pas de préjugés. Et je pense que la première règle importante, c'est de comprendre qu'on a tous des préjugés. Moi, j'ai eu et j'ai toujours des préjugés. Et c'est en acceptant les préjugés qu'on accepte d'avoir l'humilité de ne pas savoir et d'apprendre autrement. Et il faut accepter aussi la question qu'on est dans le déni. Moi, j'ai rencontré Anne-Sara en 6e. Il y a 3 ans, quand elle m'a dit qu'elle ne voyait plus, je ne l'avais pas réalisé. Donc, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'on a des préjugés, qu'on est dans le déni et que la formation doit permettre cela parce que c'est comme ça, à mon avis, qu'on peut progresser et tous se comprendre mieux. Voilà. Merci Mathieu. Face à moi, Monsieur Fondin, directeur de cabinet de Madame Cluzel. Non ? C'est pas votre titre exact? Non, conseiller éducation. Conseiller éducation, pardon. Alors, je vous ai fait monter d'un cran. Peut-être quelques échos du secrétariat d'État concernant les dossiers dont nous avons parlé jusqu'à présent, que ce soit le Grenelle, que ce soit effectivement le rapport justice et handicap, que ce soit ce film. Voilà. Libre à vous de. Bon, avant toute chose, Madame Cluzel devait être parmi nous ce soir et un empêchement l'a retenu à la dernière minute, donc j'ai dû vous prévenir, je crois, hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Donc elle m'a chargé d'assister aujourd'hui à l'ensemble de la projection et des débats. Donc j'ai pris bonne note je fais mon travail de conseiller, donc j'ai pris bonne note de tous les éléments importants pour les lui restituer. Donc elle est voilà, elle a un grand intérêt pour la manifestation de ce soir, mais également pour votre projet de Grenelle. Hein, donc, pas de souci pour vous accompagner dans cette démarche-là. C'est d'ici enregistré. Bon, j'espère que je serai suivi aussi. Non, je plaisante. Non, vous inquiétez pas. C'est une plaisanterie. Donc, je ne vais pas faire de discours ni conclure parce que c'est pas mon rôle. Simplement pour vous dire que Sophie Cluzel porte vraiment un projet politique de transformation profonde de la société pour la rendre inclusive. Hein, pour la rendre inclusive, tout simplement parce que c'est sans doute le seul moyen de rendre effectifs les droits des personnes en situation de handicap. Pleine citoyenneté, oui, hein, mais pleine humanité également, et reconnaissance de cette pleine humanité-là. On l'a vu dans le film, la question du regard est important, pardon. Et puis, Madame, la définition du handicap que vous avez donnée en disant levons la barrière qu'il y a entre vous et l'environnement, ça résume très bien le projet politique qu'on va mener au niveau du cabinet pour l'ensemble du quinquennat. Hein, donc j'ai bien noté toutes vos propositions, sollicitations. Et puis on en reparlera d'ici à votre Grenelle. Merci Monsieur Fondin. Une réaction dans la salle. Est-ce que également. Je peux juste oui, intervenir Présentez-vous, Je m'appelle Fanny Mantel, je suis interprète en langue des signes, donc moi je suis sur l'autre versant, c'est-à-dire que j'ai traduit des personnes sourdes dans des gardes à vue, dans des commissariats. Donc j'ai une réalité du terrain et je m'inscris complètement dans le film, dans ce que vous portez, ce que vous défendez. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point ce film a été émouvant et une claque aussi, parce que la première scène où on rigole et finalement non, c'est pas drôle.
Voilà, c'est votre premier film, mais faites-en un deuxième, je sais pas, c'est génial. Et Anne-Sara, encore une fois, bravo, comme d'habitude, sans aucune surprise, c'est brillant. Je me pose la question, en fait, de la faisabilité d'avoir, par exemple, je reviens des choses très concrètes, un interprète pour des personnes sourdes dans l'urgence. Voilà, j'ai entendu justement votre demande de concret tout à l'heure et de passons aux actes. Je travaille pour une société qui propose de la visio-interprétation, c'est-à-dire qu'en un clic, vous avez un interprète sur un écran, diplômé, évidemment. Voilà, nous on se tient à votre disposition. Je ne sais pas si on peut en parler, mais vous aviez besoin d'expertise. Je pense qu'il faut qu'on se coordonne, le terrain et justement les politiques publiques. Voilà. Mais en tout cas, bravo et vivement le Grenelle. Voilà, le prochain Grenelle. Alors, comme moi, j'ai pas la patience d'attendre... Oui, excusez-moi, je recommence. Comme je n'ai pas la patience d'attendre le Grenelle, mais que je me rends compte que nous avons un calendrier puisque cette loi va être votée... Oui, Dominique, vous allez rédiger un amendement. On va le faire porter par des... Pour être bien clair, ça sera un amendement. Mais non, parce que vous savez faire, moi, j'ai pas l'habitude. OK ? On va le faire porter par des députés. Vous allez tous écrire à vos députés pour qu'ils le soutiennent. C'est facile quand même de faire même signer des pétitions. On l'a fait pour la loi avec la violence faite aux femmes. Non. Alors, nous, on l'a fait avec l'association Ensemble contre la récidive pour autoriser les journalistes à rentrer dans les prisons en accompagnant les parlementaires. Tout à fait, ça a très bien marché. En 2012, on a fait comme ça. On a fait une pétition et puis on a fait voter. Donc, nous allons faire voter l'obligation au métier de justice de passer par une formation spécifique. Et vous allez tous nous y aider. Mais nous avons un calendrier, donc il ne faut pas chômer. Donc, un petit coup de pression de Fabienne Servan-Schreiber, c'est bienvenu. Allez-y, Dominique. Juste un petit mot pour revenir sur les préjugés. Vous avez dit qu'on a tous des préjugés, mais tout le monde en a, y compris les personnes handicapées. Et moi, j'ai été très, très frappée, très touchée par la remarque d'Anne-Sara quand vous lui dites, mais quand elle dit je commence à plus voir, tout ça, et vous lui dites t'as pensé à prendre le braille? Non, je suis pas handicapée. Voilà, donc il y a aussi cette image-là qu'intériorisent les personnes qui vivent avec un handicap et qui veulent aller jusqu'au bout de leurs aptitudes, de leurs capacités, avant de se considérer handicapés. Par contre, utiliser les synthèses vocales, et tout ça, c'est moderne. Enfin, c'est à partager aussi avec les enfants. Enfin, il y a des choses comme ça qui montrent pas encore simple, hein. Non, ça n'est pas simple, mais c'est plus ludique, c'est plus moderne. Hein, on est dans la digitalisation des relations, enfin tout ça. Donc je pense qu'il y a tout ça qu'il faut intégrer et vraiment ne pas considérer que les préjugés sont des mauvaises choses qu'il faudrait cacher. C'est aussi un moyen de progresser et d'avancer les uns vers les autres. Et Madame qui nous parlait de l'interprétariat agréé et tout ça, vraiment, il y a beaucoup d'initiatives en ce moment. Il y a une force considérable de la part de l'association française des interprètes en langue des signes qui veut vraiment faire la promotion. On a des décrets de loi qui doivent être transcrits sur la loi numérique, pour permettre les plateformes téléphoniques. Enfin, il y a beaucoup de choses qui avancent. Enfin, et je rejoins ce que disait mon ami Goé, parce que il y a eu beaucoup de choses, mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Et il faut que l'intégration des personnes avec un handicap, ça soit naturel. Et quand vous dites on va avoir une version sous-titrée et audio décrite pour les personnes handicapées, mais nous aussi on y a droit à ça. Et si nous voyons un film sous-titré, on comprendra qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la situation alors que si on a des films pour nous et puis il y a des films pour les sourds, on n'est pas ensemble. Et il y a des familles où il y a des sourds et des entendants. Il y a des familles où il y a des personnes qui n'ont pas de handicap visible, encore que on en a. Puis il y a des personnes avec des handicaps cognitifs et tout ça. Ces gens-là vivent ensemble, partagent des émotions de vie, partagent des actions sociales. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à mettre en place et c'est un travail de tous les jours. Alors, je peux répondre ? Oui. Allez-y. Moi, j'ai pas du tout de préjugés sur les personnes handicapées. J'ai un jugement sur le handicap. Je veux bien ne pas voir, je veux bien être aveugle, je veux bien être non-voyante, tout ce que vous voulez.
Je ne veux pas être handicapée avec cette définition, avec les yeux, les gens qui baissent les yeux, avec moi qui en ai honte. C'est ce mot-là, c'est ce concept-là que je rejette complètement. Et je veux pas de cette barrière qui fait qu'on est à un moment dans un monde et à un moment dans l'autre. Je suis sûre que la moitié d'entre vous portent des lunettes. Je pense pas qu'il y en ait qui soient handicapés, d'autres non. On est tous avec des capacités qui vont plus ou moins loin, etc. Mais c'est vraiment ce concept de handicap qui me gêne tant qu'on l'a pas un peu modernisé. Encore 2 dernières questions. D'accord, madame avec le pull rouge. La robe rouge, pardon. Oui, bonjour, donc je suis sous-directrice de la formation continue à l'École nationale de la magistrature. Donc je représente le directeur de l'École de la magistrature qui n'a pas pu se libérer ce soir et qui s'en excuse. Mais, Olivier Laurent. Olivier Laurent, tout à fait. Qui était présent à la présentation du rapport de droit pluriel sur l'accès des personnes en situation de handicap à la justice. Et donc, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez sur la formation, puisque moi, je m'occupe de la sous-direction qui a en charge la formation continue des magistrats, une obligation de formation de 5 jours annuels. L'école a été associée au travail du rapport qui a été présenté, et l'école est tout à fait engagée dans ce travail d'accompagnement de ce kit pédagogique. En tout cas, je tiens à le redire ce soir, puisque dans le cadre de nos formations, il est effectivement aussi un devoir de permettre aux personnes en situation de vulnérabilité d'avoir un accès à la justice et de pouvoir être entendues en justice. Et donc tout l'engagement de l'école est aussi de permettre aux magistrats professionnels d'être assez bien formés sur ces situations-là et sur l'accueil de ces personnes au sein des palais de justice, même si bien entendu ceux-ci ne sont pas toujours, d'un point de vue immobilier, très facile d'accès pour tout un chacun. Voilà. En tout cas, je voulais indiquer qu'en termes de formation, l'école était engagée dans cette démarche-là et serait toujours présent dans ce cadre de travail. Voilà. Merci pour ce rappel. Bienvenue. Une ou 2 dernières questions, effectivement. Alors, Christine Roche, membre du Conseil national des barreaux et membre de la commission de la formation, justement. Alors, je voulais simplement dire que pour la formation initiale des avocats, il n'y a pas besoin de loi ni de décret, parce que c'est une compétence du Conseil national des barreaux. Donc, si on veut introduire dans le programme des écoles de la formation ou de la sensibilisation, parce qu'on ne peut pas non plus consacrer par rapport à tout ce qui est au programme un temps énorme, mais en tout cas de sensibiliser en formation initiale pour que ça se poursuive en formation continue, c'est de la compétence du Conseil national des barreaux, donc il n'y a pas besoin d'amendement ni d'écrire, etc. Simplement, il faut que... Voilà. Comment ? Voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est une formation commune, qu'on ait un langage commun et une culture commune. Pas seulement aux avocats. Les professionnels du droit. Oui. Je peux faire juste une petite intervention pratique aussi pour savoir concrètement, ça pourrait commencer quand cette formation portée par le CNB pour les étudiants. Prenons des engagements, peut-être que dès maintenant. Il faut que l'Assemblée du CNB le vote sur proposition de la commission de la formation. Alors je ne promets pas que ce sera cette année parce que nous n'avons plus qu'une Assemblée générale, mais je compte sur tous ceux qui vont me succéder à la commission de la formation pour engager tout cela. Ça demande un vote tout simplement. Et ce vote pour intervenir quand, par exemple, très concrètement, pour qu'on soit peut-être mobilisé pour pousser tout le monde à voter. Oui, ça peut intervenir à la 1er de janvier ou de février. Il y en a une chaque mois. C'est noté. Merci. Alors je crois qu'il y a d'abord le CNB doit renouveler sa direction, peut-être, hein, c'est ça, au passage. Donc il faut s'engager, il faut faire en sorte qu'effectivement la prochaine direction valide cet engagement. Allez-y. Sur la nécessité. Pardon. Je crois que Philippe-Henri Dutail avait une petite remarque à faire et après Anne-Sara. Très rapidement, on demandait des propositions concrètes. Moi, j'en ai 2 à donner aux représentants du gouvernement. Quand le président de la République dit qu'il fait de cette cause-là une cause nationale sociétale, ok, il y a 2 choses qu'on peut vous proposer. Alors je suis désolé, c'est un peu du jargon technique, il y a peut-être guère que Patrick qui va comprendre ce à quoi je fais référence. Ce gouvernement reprend ce que le gouvernement précédent avait fait avec les contrats à impact social, ce qui est une manière de marier fonds publics, fonds privés, notamment vis-à-vis du secteur associatif. Eh bien, lancer un programme qui viendrait financer des missions handicap
dans ce secteur-là avec les contrats à impact social. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est une magnifique technique que le gouvernement a repris à son crédit, eh bien, lancer des programmes de financement du secteur associatif. Patrick sait, je suis l'ancien vice-président du CNVA, donc je connaissais Patrick dans sa vie précédente à l'UNAPI. Deuxième exemple, on a cité l'économie sociale et solidaire. Quel est le secteur qui est le plus en pointe aujourd'hui dans l'insertion? C'est le secteur non lucratif. Je suis membre du Haut Conseil à la vie associative à Matignon. Eh bien, dites à votre ministre de tutelle, mais je porterai moi aussi la voix à Matignon là-dessus, les fonds d'épargne solidaire que le gouvernement veut voir monter en puissance, eh bien, fléchez-les vers le monde du handicap. Fléchez-les. Il n'y a pas que le monde de l'insertion qui est extrêmement respectable, il n'y a pas que le monde de l'éducation populaire. Fléchez l'épargne populaire, l'épargne solidaire vers le monde du handicap. Voilà deux propositions extrêmement concrètes qui dépendent entièrement de la volonté gouvernementale. Anne-Sara. Juste pour revenir sur cette question de faut-il une loi ou non, moi je ne suis pas du tout en faveur de la surenchère législative, mais Dominique Gillot sait bien de quoi elle parle quand elle insiste sur la nécessité d'une loi parce qu'elle s'inspire de ce qui a été fait sur les violences faites aux femmes. Et les avocats étaient tout à fait favorables à cette action de formation sur les violences faites aux femmes. Pour autant, on a rencontré l'ami prof qui porte ce projet et qui nous a dit heureusement qu'on a une loi. Parce que vous avez quelqu'un à la tribune là qui est très favorable, mais peut-être que demain vous allez être à un autre poste et que la personne suivante sera moins intéressée par cette question et c'est terminé, la problématique passe à la poubelle. Donc la loi, elle permet une garantie sur le de graver dans le marbre les choses, ouais, tout à fait. C'est extrêmement important et je pense qu'effectivement ça vaut de le rappeler à nouveau. Une dernière question peut-être avant un mot de conclusion. Un petit complément au niveau de la formation des avocats. Il y a aussi la formation continue. Michel Tisser, membre du CNB, Montpellier-Rennes est vice-présidente de FACERO, qui est la fondation Jacques contre l'exclusion. On a aussi la maîtrise de la formation continue dans nos barreaux et dans nos syndicats. Et outre la formation initiale, on est tous à même de mobiliser les bâtonniers, les syndicats, tous les groupes d'avocats qui peuvent, avec d'autres organisations professionnelles, chefs d'entreprise, économie sociale et solidaire, organiser très facilement et très rapidement, avec plus de souplesse que les formations initiales, des formations des avocats, mais aussi des avocats par filière. C'est-à-dire qu'il y a des avocats pénalistes, des avocats de droit d'entreprise. Chaque filière, chaque domaine a aussi ses partenaires possibles et son discours différent à l'égard de son client. Les conseils en droit social doivent être plus sensibilisés pour inviter leurs clients employeurs à ne jamais oublier qu'ils gagneront toujours à faire en sorte que non seulement le quota minimum soit respecté, mais plus que cela. Pourquoi ? Parce que c'est un facteur, comme tu le dis, de bonheur certes, de performance. Et qu'en fait, chaque fois qu'on intègre ce devoir, c'est pas un devoir finalement, c'est un profit. Et je pense que nous sommes avocats vraiment parmi ceux qui sont les mieux à même pour conseiller nos clients s'ils n'y ont pas encore pensé. Voilà. Comment ? Un dernier. Alors, je pense que on m'a fait comprendre que c'était un peu les dernières questions. Il est 19h30 et je pense que, à moins qu'il y ait vraiment une dernière question, mais on a brassé effectivement assez largement tout ce sujet. Je vous remercie beaucoup. Je remercie tous les intervenants de leur présence ici. Je remercie ce nombreux public d'être venu nous voir. Et je laisse désormais la parole. Merci beaucoup à Mathieu, évidemment, et à Anne-Sara. Pas très bon en remerciements. Il va falloir que je m'améliore en Monsieur Loyal. C'est grâce au film, effectivement, de Mathieu qu'on est là ce soir. Et si les distributeurs sont dans la salle, n'hésitez pas. Je laisse la parole pour terminer à Clotilde Petit. Non, d'accord. Il était prévu. Bon, donc on avait un ordre. Merci infiniment d'être venu. Et en fait, non, mais on a déjà dit beaucoup de choses. Et simplement, je pense qu'avec le CNB, on va signer cette lettre de droit pluriel. Mais c'est Nathalie Roret qui représente le CNB. Alors, la parole est à Nathalie Roret pour terminer. Merci. Oui, non, mais nous sommes nombreuses à représenter le CNB, nombreux à représenter le CNB ici. Mais je suis comme Fabienne Servan-Schreiber
qui a dû s'absenter. Nous aimons les choses concrètes et alors je crois qu'on va se quitter en prenant les engagements très clairs de ce que lors de la prochaine Assemblée Générale 2018, puisque maintenant en 2017 nous ne pouvons plus rien faire, mais pour la prochaine Assemblée Générale 2018, eh bien, nous allons faire en sorte que l'Assemblée du Conseil national des barreaux vote bien évidemment la signature de la pétition pour l'Académie, qui me paraît être une idée absolument indispensable, et qu'elle vote également cette question de formation initiale et continue, parce que Michel, oui, tu as raison, la formation continue, c'est effectivement aussi une voie qu'il faut privilégier pour la formation. Eh bien, nous allons faire en sorte que ces deux décisions soient prises par l'Assemblée générale. Dont acte. Et si vous voulez également, avoir entre les mains la lettre d'Anne-Sara et de l'association Droit Pluriel, il suffit, je pense, j'imagine, d'aller sur le site de l'association droitpluriel.fr, la page Facebook, pardon. Merci encore pour cette soirée débat et à bientôt.